il faut le boire. Le pulaar est la langue du peuple fulbe. Il a fait l'objet de plusieurs études. L'origine oppose plusieurs écoles, dont 3 fondamentalement, l'école nilotique, saharienne et méditerranéenne. Je n'entrerai pas dans les détails. Ce qui demeure aujourd'hui objectif, c'est que les peuples se répartissent aujourd'hui dans 40% des États africains. De ce que l'Afrique compte aujourd'hui, il y a près de 40% des États africains qui ont des peuples autochtones originaires de ces pays. En plus des États qu'il a cités tout à l'heure, on peut tout citer d'autres, plusieurs, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Ghana, l'Érythrée, le Djibouti, dont le 3e président fut un peul. La RDC, ils sont d'une immigration récente, mais très installée. La langue pulaar ou fulfulde, à l'instar du Serer, Wolof, Temne et Diola, fait partie du groupe ouest atlantique de la famille Niger-Congo, selon les travaux de Hamburger de 1946. Greenberg. Elle est à l'instar des langues bantou une langue à classe nominale, si on se réfère à des suffixes klassen des Ful de Klingenhagen de 1941. Le pulaar fait partie aujourd'hui des 4 premières les langues les plus parlées de l'Afrique aujourd'hui. Le stade du Swahili, de l'arabe et du Hausa. Et beaucoup d'auteurs ont trouvé de parenté avec certaines langues africaines, notamment les langues nilotiques comme le copte, l'ancien égyptien, voire quelques langues asiatiques en référence aux ressemblances frappantes avec quelques langues dravidiennes comme le tamoul, selon les travaux de Mamadou Ndiaye, qui est à l'université de Dakar, mon frère qui est spécialiste. Senghor avait envoyé dans les années 80 2 linguistes sénégalais en la personne de Mamadou Ndiaye de Fafa Kourou et de Souleymane Faye pour aller faire de la linguistique comparée entre les langues pulaar et serer et les langues dravidiennes. Et les Fulbe portant leur civilisation en bandoulière et à travers leur pérégrination ont conservé fondamentalement leur langue. Du Sénégal au Cameroun, la langue est restée la même malgré quelques emprunts ici et là. C'est ce que me disait Hans Mkrowski, l'ancien directeur de l'Institut africaniste de Vienne, qu'on a rencontré à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Klingenhagen à Berlin. Et c'est dans ce contexte que les peuples n'ont pas hésité à valoriser tout ce qui s'offrait à leur intelligence, y compris l'écriture. Et il y a eu 3 grands mouvements, 3 grandes graphies. Il faut aller très vite. Il y a eu, dans l'époque moderne, disons au début du 17e, 18e siècle, avec l'avènement de ce que Ibrahim Aboussal parlait des mouvements islamiques, l'avènement des marabouts, il y a eu le besoin d'écrire le pulaar et ils ont employé la graphie arabe. Avec ses limites, c'est que ces graphies arabes n'ont jamais, qui étaient très développées dans les foyers culturels et culturels, n'ont jamais eu une harmonisation d'écriture. Donc chaque groupe écrivait cette langue de sa manière. Il y a ce que j'appelle une graphie qui était les efforts de certains marabouts ou certains penseurs qui ont voulu créer des graphiques qui n'étaient ni arabes ni latines. Et ça a existé, il y a toute une lignée. Le plus célèbre, par exemple, c'est Thierno Aliba, dans l'est du Sénégal, dans les années 30. Et il y a eu l'utilisation des caractères ou de la graphie latine. Et cette utilisation de cette graphie latine a aussi 2 phases fondamentales. C'est une phase coloniale et une phase post-coloniale. Durant la phase coloniale, comme il est ressorti dans un des manuels de l'apprentissage du pulaar écrit en France, et dont l'ancien secrétaire général de l'économie française avait fait la préface,
en constatant qu'avec le socle avec l'Occident, les Pôles se sont repris avec eux-mêmes et ne voulaient plus entrer en contact avec l'Occident ni avec la France. Les Français étaient en ce moment dans l'obligation d'apprendre eux-mêmes la langue pulaar pour mieux pénétrer l'ampoule. Et c'est dit textuellement comme ça dans le texte. Et ces gens-là avaient leur particularité aussi d'étudier le pulaar, mais utiliser le caractère latin. Mais la particularité de cela, c'est que chaque scientifique français écrivait en français avec sa graphie latine, l'anglais avec sa graphie latine, l'allemand comme ça. Il n'y avait pas non plus une harmonisation. Et c'était vraiment la limite de cette graphie qui n'avait pas une harmonisation parce que chacun des pays. Mais il n'en démontre pas moins que comme j'ai dit tout à l'heure, les travaux de Klingenheben et de Taylor, avec son fameux dictionnaire de 1932, constituent quand même des ouvrages fondamentaux pour la connaissance et l'écriture du pulaar pendant la période coloniale. C'est que je dis aujourd'hui, le français, l'allemand et surtout l'anglais sont devenus des langues dépositaires du patrimoine de la langue pulaar. Parce que ce soit la grammaire, que ce soit la linguistique, que ce soit la phonétique, que ce soit la génétique des langues, toutes ces études, toutes ces recherches ont été faites d'abord par les Occidentaux et en Occident et par leur propre langue. Et il y a eu l'écriture du pulaar après la période coloniale. Et ça aussi, il y a eu plusieurs mouvements. Il y a eu un mouvement à l'époque, vers la fin des années 40, avec l'initiative d'Amadou Hampâté-Bâ, avec un grand ami qu'il avait, ils étaient de même obédience confessionnelle, confrérique, qui était au Sénégal, qui s'appelait Thierno Ibrahima Kane. Ils ont écrit un ouvrage qui s'appelle Miftahul Bayan fi Lughatil Fullan. Ils voulaient écrire Miftahul Bayan fi Lughatil Fullan. Ils ont voulu créer un alphabet identique en pulaar, harmonisé le plus possible. Et c'était à Thiel. Cet ouvrage est entre les mains de la famille qui ne va pas céder aux autres. Mais il y a eu surtout un mouvement estudiantin africain en France qui a créé l'IGOAF, l'Union Générale des Originaires de la Vallée du Fleuve, qui ont essayé d'harmoniser la langue. Et ce processus a abouti ce que nous allons appeler plus tard Alpulembay ou Alpuleker, que notre ami et frère Samba Touré aime bien utiliser encore. Mais il y a eu surtout la volonté avec les indépendances, avec l'avènement de l'UNESCO, la volonté d'harmoniser l'écriture des langues de l'Afrique de l'Ouest. Et en cela, l'UNESCO a apporté une grande contribution pour la codification des langues nationales africaines, principalement les langues de l'Afrique de l'Ouest, qui étaient plus ou moins en retard par rapport à cette question. Et cette expérience se trouve synthétisée dans un grand ouvrage que le professeur Alpha Ibrahim Sow nous a légué, dans son ouvrage qui s'appelle Langue et politique de langue en Afrique noire, que les éditions Nubia ont publié en 1977. Et à la suite de ces travaux, il s'est trouvé beaucoup d'acteurs, principalement des militants peuls dans le monde arabe, dans les pays africains, dans la diaspora aussi en France. Et les gens ont travaillé sur les langues. Et il y a un travail intéressant de Marie-Ève Oumri, une thèse où elle identifie un mouvement national entre guillemets culturel pôle, qui s'appuie selon elle sur 3 pôles pour le développement de la langue pulaar. C'est le pôle du Fouta Toro, Sénégal, Mauritanie, le pôle de la diaspora en Occident et le pôle de la diaspora au Moyen-Orient. Elle constate que ce mouvement surprend à 2 titres. Par son ampleur, sa durée et son ancrage populaire. Par le choix de l'écriture latine, alors que le pôle est écrit en caractère arabe depuis le XVIIIe siècle. En effet, essence populaire, le mouvement a pris la décision, face à l'absence de soutien étatique, de prendre en charge la promotion de la langue pulaar sur les plans scientifiques, techniques, artistiques et esthétiques. Nous, en France, en 1973, on a commencé à enseigner le pulaar ici dans les foyers.
Et la première association de ma génération est créée en juin 1975. Et plus tard, d'autres associations naîtront. Et c'est sur la base de consensus et de discussion qu'allait naître ce qui s'appellera plus tard Capital Pulaar International, par l'idée et par l'engagement de quelques-uns, dont peut-être certains sont présents dans la salle, et le choix porté sur le Mali, qui a fait rencontrer quelques personnes, j'avais le privilège d'être parmi ceux-là, et le choix du Mali, quand il est fait, il n'y avait aucun Malien parmi le groupe. La raison en était simple, c'est que c'est seulement au Mali, dans les pays pôles aujourd'hui, où l'on peut appeler deux, à partir du nord vers l'ouest, il y a le Pulaar, à partir de Massina vers l'est, il y a le Fulfulde. L'appellation unique de la même langue et le même peuple, et c'est pourquoi nous avions suggéré clandestinement, si demain il doit y avoir une association au nom de tous les pôles, que le Mali soit le siège des pôles. Et c'est qui nous a aidés, et ça a été devenu comme ça. Et c'est cette association Paul qui a réfléchi quel devenir donner. Quel devenir donner donc au peuple poli à son agriculture. C'est pourquoi, en faisant l'économie de ce que Mamadou Seydou tout à l'heure a rappelé sur les objectifs fondamentaux du Capital Pulaar. Mais le plus intéressant dans ça, le plan est parti de la nécessité d'alphabétiser des travailleurs, des enceintes. On en est arrivé aujourd'hui à une intelligentsia capable de traduire les concepts scientifiques, techniques et numériques dans la langue pulaar, en la personne de nos zones cadets, tels que Mohamed Si, tels que Ibrahim Sarr Afsan, qui a le privilège de faire entrer le pulaar comme la 101e langue dans le Facebook. C'est la 2 semaines. Je vous remercie. Merci, monsieur Alassane.